Salut! On va parler d'un sujet qui devrait être enseigné dans toutes les écoles mais qui reste encore souvent trop tabou, l'anatomie féminine. Aujourd'hui, on va démystifier les mythes, on va booster l'orgasme et on va surtout rendre ces lettres de noblesse au clitoris, cet organe que beaucoup trop manuels ont oublié de modéliser correctement. L'égalité sexuelle ne consiste pas à partager un lit, mais à partager le plaisir. Ça vient de Gloria Steinem, qui est une journaliste américaine, et c'est dans le livre « Une révolution intérieure ». Alors oui, je sais, tu vas me dire, encore une vidéo sur la sexualité féminine, et on en a vu 1000. Oui, de toute façon, c'est tout le temps les mecs qui décident, donc vas-y. Alors, avant de partir, attends un petit peu une seconde, parce que ce que je vais te révéler, c'est environ 90% de ce que connaissent pas les gens, et ce qu'ils ignorent donc encore. Et crois-moi, lorsque tu vas tout savoir sur le sujet, tu vas te dire oh, mais pourquoi on m'a pas dit cela avant ? Bon, commençons par le début. Le clitoris, c'est ce que vous connaissez, c'est un petit bouton magique, lorsque vous appuyez dessus, ça fait gémir, et c'est génial. Mais c'est un iceberg le clitoris, puisque ça fait environ 10 cm, mais ce qu'on voit uniquement, c'est le petit bouton qui se situe entre l'urètre et la paroi vaginale. C'est comme si vous alliez en l'occurrence à Europa Park et que vous disiez « Hey, regardez ce qu'on peut faire. En une journée, on aura le temps absolument de tout faire. » Et puis à la fin... Et merde, j'ai oublié de faire cette attraction, ça fait chier, je voulais la faire. Quoi? On m'a menti depuis le début, c'est quoi cette histoire? Et oui, mon Raven, on nous a bien menti, mais c'est pas forcément notre faute, puisque le clitoris, il apparaît dans les manuels scolaires qu'en 2017. D'ailleurs, le gland du clitoris, donc la partie visible, contient 8000 terminaisons nerveuses contre 6000 pour le gland du pénis masculin, ce qui est énorme en termes de différence. Les descriptions donc scolaires ont longtemps été simplifiées, ou en tout cas erronées, alors que l'imagerie et les dissections modernes rappellent qu'un seul schéma plat ne peut pas représenter la complexité réelle. Donc oui, le clitoris n'est pas qu'un petit bouton. Et c'est là qu'on comprend pourquoi les préliminaires ne sont pas optionnels. Ouais. Enfin, préliminaire, c'est un terme que j'aime pas. Pour les femmes, c'est pas des préliminaires, c'est le plat principal. Et oui, tout à fait, il y en a beaucoup qui pensent, mais c'est une belle perche que tu me donnes d'ailleurs, Raven, merci. Les hommes abordent le plaisir des mesdames par rapport à ce qu'on connaît, nous, de l'autre côté. Le désir, l'excitation, l'orgasme. Mais on va vite voir que l'orgasme n'est pas systématique et surtout que mouiller ne signifie pas forcément qu'on est excité. D'ailleurs, autre point important que beaucoup ont du mal à localiser, son nom, Grafenberg. Mais on va l'appeler par son tout petit mignon prénom, le point G. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce vol. Nous allons dès à présent vous indiquer les consignes de sécurité. Le G est simplement l'initiale d'un homme, Ernest Grafenberg. À vos souhaits. Il fut l'un des premiers à décrire scientifiquement cette zone érogène dite particulière. Le point G, c'est en fait le point de contact entre la partie interne du clitoris et la paroi du vagin. Tu vois, tout est lié. C'est situé environ à 3 cm de l'entrée du vagin sur la paroi antérieure. On y accède plutôt facilement avec un doigt qui essaie de crocheter quelque chose ou un jouet dédié à ça. Tout à fait, on peut même l'utiliser avec un certain jouet pour l'avoir en l'occurrence. Alors comment ça marche vraiment? Il n'y a pas trop d'informations encore à l'heure actuelle, mais l'hypothèse le plus probable, c'est que la stimulation donc du point G provoque en fait une stimulation indirecte des structures internes du clitoris. C'est comme si tu avais une télécommande et que tu appuyais plusieurs fois sur le bouton qui contrôle le même appareil. Et petite révélation, les orgasmes clitoridiens et vaginaux, ça passe par les mêmes réponses physiques. Donc stop à cette petite guéguerre entre les deux, un orgasme, c'est un orgasme. Donc pas besoin de se prendre la tête par rapport à cela, c'est de ça moi on prend en compte. Par contre, il y a une petite différence de sensibilité en fonction de la personne. Et sur l'éjaculation féminine, la prostate féminine, où est-ce qu'on en est? Bah, les recherches récentes confirment qu'il existe deux phénomènes complètement différents et souvent confondus. La vraie éjaculation féminine est en fait des glandes de Skene, juste ici.
C'est environ en quantité d'une cuillère à café et ça a un aspect laiteux, épais et ça gicle rarement. Ça s'accumule surtout autour du vagin. Et l'émission fontaine, ou le squirting, est faite par la vessie, qui est juste là. En quantité, ça dépend de chacune, et surtout si on a plus ou moins bu avant. C'est transparent, presque inodore, et on la déclenche lors d'une forte sollicitation musculaire. Cette sollicitation que vous faites pour faire une émission fontaine, eh bien, c'est tout simplement la sollicitation d'un muscle qui permet donc de contrôler sa vessie. Oui, messieurs, dames, c'est bien ce même muscle qui permet de faire on-off lorsque vous souhaitez aller pisser ou vous souhaitez vous retenir. Il va continuer à faire ça longtemps, lui? Jour, nuit, jour, nuit. Lorsque vous le sollicitez, tout simplement, eh bien, vous sollicitez cet interrupteur très souvent, qui permet donc, en l'occurrence, de vider rapidement la vessie. La grande différence qu'il va y avoir avec tout simplement de l'urine, c'est que lorsque vous allez pisser avant, cette sollicitation que vous faites de ce muscle va permettre de remplir la vessie par tout simplement de l'eau, puisqu'il n'y a pas de déchets à ce moment-là, comme de l'urée ou encore de la créatine. Et lorsque vous faites cette sollicitation, vous avez cette émission fontaine qui arrive, et c'est pour ça que c'est inodore et surtout incolore. À la grande différence qu'il y a, ce n'est absolument pas de la cyprine, puisque la cyprine, qui est donc en l'occurrence le lubrifiant qui permet donc de faciliter une pénétration, c'est fait par les glandes de Bertholin. Ouais. Vous avez bien lu, la femme a plus de 6 possibilités d'avoir d'orgasme. Reste avec nous, Patrick. Et accroche-toi, Patrick. Ces inégalités entre les hommes et les femmes vont vous faire bien mal au cul. En moyenne, chez un homme, l'orgasme dure ce laps de temps. L'orgasme féminin, en moyenne, avec la même musique. Sur cette belle musique, les statistiques sur le fait d'atteindre souvent ou à chaque fois l'orgasme sont les suivantes. 95% pour les hommes hétéros et 65% pour les femmes hétéros. Il retourne. Attends. Ça veut dire qu'une femme sur 3 n'atteint pas l'orgasme? Mais c'est une catastrophe nationale! Oui. Et que c'est exactement ça, Raven. Et devine quoi, cette étude? Elle a montré aussi que les femmes lesbiennes ont une probabilité significative d'avoir un orgasme plus souvent que les femmes hétérosexuelles ou bisexuelles. Et pour être même un petit peu plus précis dans ce que je dis, c'est 86% des femmes lesbiennes. Peut-être un petit peu. Je vous sens pas encore. Je vous sens un peu fébrile encore, Patrick. Hein. Coïncidence? Je ne crois pas. Bon, en soi, l'écart est diminue lorsqu'il y a plus d'oral, par exemple, ou lorsqu'il y a plus de massage, de caresses, ou lorsqu'on communique bien mieux avec sa partenaire. La différence aussi qu'il y a, c'est que la stimulation, donc pénétration plus stimulation, donc clitoridienne, ça surpasse largement la pénétration seule, donc selon les femmes qui ont donc déclaré cela dans une étude. C'est environ 38% d'ailleurs des femmes qui atteignent l'orgasme très facilement avec cette technique donc de la pénétration plus de stimulation donc clitoridienne, et 78% donc le font si facilement cet orgasme-là. Je vous propose d'ailleurs, pour faire monter la température, de regarder l'épisode numéro 24 où je parle des récits donc érotiques que vous retrouverez juste ici. Comme je vous disais, il n'y a pas qu'un seul type d'orgasme féminin, mais plusieurs, mais techniquement, presque tous sont issus du clitoris. Justement, un peu de patience. On va commencer par le clitoridien, c'est 95% donc des femmes qui y arrivent en solo, c'est d'ailleurs la méthode qui fonctionne le mieux, et au niveau donc des rapports à deux, sachez que 37% des femmes ont besoin d'une stimulation clitoridienne pour jouir. Mais je crois qu'il serait préférable que vous ne restiez pas dans la salle de jeu ce soir. Ensuite, vous avez l'orgasme vaginal, ou encore par le point G, donc c'est interne, et là ça se corse. Environ 18 à 20% donc des femmes arrivent à jouir uniquement, et je dis bien uniquement, par pénétration vaginale. D'où l'intérêt d'avoir cette combinaison donc du point G et aussi du clitoris pour réussir effectivement à avoir d'orgasme. Toujours à votre cervix. Parce qu'en fait, le cervix, c'est une partie de la...
Vous avez aussi donc le col de l'utérus, donc l'orgasme aussi donc, du cervix. C'est super rare parce qu'il faut taper dans le fond. C'est une mauvaise blague. Mais ça peut être aussi très douloureux lorsque c'est très mal stimulé. Et environ 6 à 8% donc des femmes réussissent à avoir ce type d'orgasme. C'est d'ailleurs très associé aux pratiques BDSM. Il peut se les rouler très serrés et se les fourrer lentement dans le cul. Vous avez ensuite donc l'orgasme anal, et là les statistiques sont très trompeuses puisqu'on dit que 94% donc des femmes qui ont pratiqué le sexe anal lorsque elles ont eu donc leur dernier rapport ont eu un orgasme. Mais ce chiffre, on le relativise beaucoup puisque 50% des femmes ont testé la sodomie, mais environ 7 à 10% de ces mêmes femmes apprécient réellement la pénétration anale. Donc sur ces 7 à 10%, on a donc 94% des personnes qui ont eu un orgasme anal. C'est beaucoup plus factuel. L'or de tes cheveux s'y reflète, et l'orgasme semble si disgracieux au regard de tes seins. Abandonne ton esclave transi à la contemplation de tes boucles. Vous avez aussi donc l'orgasme mammaire, l'orgasme des seins. Et là, accrochez-vous, c'est une femme sur 3 qui peut avoir un orgasme par la stimulation donc des tétons. Ça active d'ailleurs les mêmes zones du cerveau que pour la stimulation clitoridienne. Attends, mais les tétons aussi, mais on m'avait jamais dit ça! Ouais. Et oui, effectivement, on l'oublie puisqu'il n'y a pas que le clitoris dans la vie. En parlant de ça d'ailleurs, il faut savoir que 40 à 50% des femmes disent qu'ils ont donc eu des orgasmes multiples au moins une fois dans leur vie. Et certaines femmes d'ailleurs sont capables d'orgasmes en série sans période réfractaire. Période réfractaire, ça veut dire que lorsque vous avez joui, vous ne pouvez plus rejouir, ce qui est le cas pour nous les hommes. Ah ouais, fait chier. Eh oui, le corps féminin est une centrale électrique avec plusieurs interrupteurs. Il suffit de savoir sur lesquels allumer. Oh, Aziz, lumière! Bon, parlons maintenant de vraies galères. 79% des femmes ont eu des difficultés à jouir au cours donc des 12 derniers mois sur Lollipop. Une femme sur 3 n'a pas eu d'orgasme lors de son dernier rapport, et même pire, 7 à 13% des femmes n'ont jamais eu d'orgasme selon CNews. Et ça, c'est pas joyeux. Effectivement, ça peut donc expliquer qu'en moyenne, une femme met plus de 10 minutes à atteindre l'orgasme contre 5 et 7 minutes pour un rapport sexuel classique. Est-ce que tu vois le problème ? Je ne vous apprends rien, les femmes sont très sujettes aux différents cycles hormonaux. Oh putain, je me disais aussi. J'ai mes règles, hein. Putain. Oh, non mais là j'ai trop mal. Oh, putain, je vais crever, c'est sûr. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas. Tu te fous de ma gueule? Casse-toi. Me touche pas. Non mais reviens. Casse-toi. Au-delà donc de l'étape psychologique, qui peut faire passer donc mesdames de Mère Teresa à Hannibal Lecter en à peu près 2 secondes, les états physiques et les dérèglements hormonaux, ça peut aussi chambouler complètement la libido. Le cycle menstruel en fait partie en premier lieu. Sachez que pour mesdames, elles ont en fait 2 cycles de libido, 2 pics d'ailleurs de libido selon leur cycle. À l'ovulation, bien sûr, puisqu'il y a un pic d'œstrogène, donc c'est l'hormone du plaisir féminin et du désir féminin, qui pousse à la reproduction. Là, on a le plus de chances de procréer. La vie et la nature est bien faite. C'est elle qui nous dit « Eh, c'est l'heure de faire des bébés !» La vie, 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 la vie. Et puis par contre, vous avez aussi les règles, la plop twist, hein, parce que les œstrogènes, elles sont au plus bas, parce qu'on n'a clairement pas ce moment-là pour la reproduction, mais les femmes, elles ont un pic de testostérone qui booste le désir, ce qui fait qu'une femme sur 2 a envie de faire l'amour pendant ses règles, et 40% donc, des femmes constatent aussi une augmentation de leur libido durant cette période. A contrario, et d'après un sondage que j'ai pu voir en 2013, 79% donc des femmes renoncent à faire l'amour durant les règles, notamment par le côté sale par exemple de la chose. Et non, je ne vous oublie pas non plus, donc chère madame ménopausée, certaines découvrent d'ailleurs une meilleure sexualité après 50 ans. C'est vrai que près de 40% des femmes expérimentent une perte de libido à partir de 45 ans. Mais certaines voient la ménopause comme une libération. Fini les règles, fini les risques de grossesse, leur libido s'en trouve parfois même décuplé. Tout à fait, je confirme, j'ai certaines complices qui ont plus de 45 ans et purée, elles m'épuisent. Comme quoi l'expérience, ça compte.
Oui, on peut voir ça comme ça, effectivement. Alors du côté des hormones donc pour la contraception, bah l'effet sur le désir, elle dépend des personnes et de la formule, donc il n'y a pas de vérité unique, je dirais. Chez environ 85% des femmes, elle est stable à la libido, mais par contre pour 15% des femmes, elle baisse. Ça dépend vraiment des facteurs de morphologie par exemple, ça peut être aussi au niveau de la molécule, et du dosage aussi par exemple. Mais du coup, si on a un bébé, on fait comment? Tu fais bien d'en parler parce que on en parlait d'ailleurs avec des amis qui ont eu un enfant donc récemment d'ailleurs. Petit bisou à vous si vous regardez la vidéo. Mais après l'accouchement, donc la prolactine, elle monte et les estrogènes, elles baissent. C'est donc un peu normal, et entre le petit qui fait passer nuit, les rôles de parents, la fatigue XXL et l'éveil continu du cerveau, bah ça peut mettre la libido en pause temporairement. Même si la dopamine, elle est là pour soutenir le désir. Et encore, lorsque vous allaitez madame, elle est aussi ralentie. D'où l'impression de ne plus avoir l'étincelle durant un certain temps. Charlotte, enfin, j'ai changé, j'ai tellement changé, si... Enfin, si tu savais, Il n'y a plus de libido? Le mois prochain, donc, sur Livre, on parlera des troubles sexuels comme les pannes ou encore la frigidité avec une professionnelle, Julie, qui est une sexothérapeute. Parce que non, ce n'est pas la fin du monde, et oui, ça arrive à plus de gens qu'on croit, y compris à moi. Entre-temps, abonnez-vous bien sûr, activez la cloche pour ne pas perdre le fil de la chaîne Livre, et on se retrouve dans un mois. Je vous fais de gros bisous, et que le plaisir soit avec vous. Tchuss! Oui, bonjour à la librairie. Oui, est-ce que vous auriez le plaisir féminin pour les nuls? Oui, c'est... pour mon ami. Oui.